C'est parti les amis. Monsieur le Président. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir à vous. Vous avez choisi de vous exprimer dans les 20 heures de nos deux chaînes pour clarifier votre position sur notre engagement aux côtés de l'Ukraine. Alors, le 26 février, après une conférence internationale, vous avez sidéré tout le monde en refusant d'exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Vous avez quelques jours plus tard appelé les Européens à ne pas être lâches. Enfin, vous avez affirmé qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien français à Kiev. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. La question est directe, hein, la question est directe. Ah bah, il faut, hein. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Jure, un Voilà. nouveau sub. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Je pense que ce qui est une question de vie ou de mort. Être assis ou debout n'est Non, pas une mais question de vie ou de mort. d'abord, il y a différentes... Il y a une gradation, ça dépend où on le fait. Je fais cette comparaison pour expliquer ce qu'est ne pas exclure des options, et il y a une raison de ne pas le faire, et la position qui consiste à dire simplement ce qu'on fait, et nous donner des lignes rouges. Quelle est la situation? Depuis 10 ans, parce que tout ça a commencé en 2014, la Russie a lancé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous avons ensuite tout fait pour rétablir la paix. Tout. Les accords de Minsk, les négociations qui sont menées sous l'égide de la France et de l'Allemagne avec l'Ukraine et la Russie. Ici même s'est tenu, dans cette salle, le seul rendez-vous entre le président Zelensky et le président Poutine le 9 décembre 2019. Et la Russie, le régime du Kremlin, une fois encore, a décidé de lui-même, en février 2022, de lancer le deuxième temps de cette offensive, une guerre complète contre l'Ukraine, et pas simplement le Donbass, parce qu'il ne nous dit pas ses limites. Il bombarde Kiev régulièrement, attaque Odessa, etc. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine, et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que... T'as dit quoi? Ça fait 2 piges déjà. Ouais, ça passe vite, hein. En gros, la France... Tu vois, il y a des pro-russes, on a beaucoup de pro-russes en France, parmi même les politiques, les influenceurs, etc. Et en gros, ils expliquent que, ok, la Russie doit récupérer l'Ukraine parce que c'est l'ex-URSS, l'Ukraine est très rapprochée de la Russie, etc. Il y a beaucoup de russophones. Mais les anti-Poutine disent que Poutine ne va pas s'arrêter uniquement à l'Ukraine, mais va récupérer les pays baltes, donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui étaient des anciennes... c'était l'ex-URSS, tu vois. Mais maintenant, c'est des pays souverains. Donc, c'est quand même des pays de l'OTAN. Donc, ce qui va se passer, c'est que si Poutine attaque les pays baltes, c'est la 3e guerre mondiale. Vraiment, c'est une guerre nucléaire, c'est la merde, c'est fini, genre, c'est fini. Donc, Poutine, en gros, il y a un grand... Dis-moi. Mais là, on est proche de ça ou en vrai, ou c'est chaud? Parce que, tu sais, des fois, moi comment je suis au courant des fois de toutes ces choses-là, là, je vais pas te mentir, tu sais, je m'informe peu, je devrais m'informer. Voilà, je prends le blâme, d'accord? Je devrais m'informer. Mais c'est quand j'appelle ma daronne, tu vois, parce que ma mère, elle s'informe de ouf. Et c'est elle, des fois, elle me parle de tout ça, tu vois. Mais elle, par exemple, tu sais, elle a un peu chaud. Mais toi, de ton point de vue, tu penses, genre, en vrai, c'est comment? On est proche d'une 3e guerre ou c'est où Alors moi je me suis toujours dit, je me suis toujours convaincu que Poutine il va s'arrêter à l'Ukraine. Beaucoup de personnes pensent ça. Mais plus les récits avancent, plus par exemple les Européens, les anti-Poutine vont te dire que Poutine, Macron le dit lui-même, le ministre de l'Intérieur aussi, etc. Ils te disent, enfin le Premier ministre, pardon, ils te disent que Poutine va récupérer les pays baltes, donc l'Estonie, Lituanie, Lettonie. Mais moi, par exemple, je suis convaincu qu'il va s'arrêter uniquement à l'Ukraine. Parce que quand même, Poutine, frérot, t'as quand même l'OTAN. Donc t'as les États-Unis, t'as la France, Grande-Bretagne, Canada, enfin... Ça reste quand même l'Alliance Atlantique, c'est quand même une puissance militaire assez puissante. Mais il y a quand même aussi les alliés de Poutine, donc Corée du Nord, la Chine, etc. Est-ce que les pays, genre les pays un peu neutres, vont plutôt aller du côté, bon, on appelle ça le sud global, donc le Brésil, l'Inde, etc., les pays du BRICS. Est-ce qu'ils vont aller vers la Russie? Est-ce qu'ils vont rester pro-Occident, etc. C'est un peu compliqué tout ça. T'as l'Iran aussi, donc c'est tout un bordel. Moi, je pense que Poutine va s'arrêter à l'Ukraine. Je pense. Peut-être que je suis délu, mais je pense qu'il va s'arrêter à l'Ukraine.
On peut être choqué, oui. On peut être En choqué. vrai, surtout à cause de lui, parce que j'ai l'impression qu'il provoque de ouf, en fait, Macron. Je suis fou ou c'est Bah, ou c'est le cas? En fait, Macron, il provoque dans le sens où c'est normal pour un chef d'État, d'un État nucléaire aussi, comme la France, de montrer aussi les muscles. Parce que, par exemple, diplomatiquement parlant, si Poutine montre que c'est lui le boss et que Macron, il s'écrase, c'est pas bon pour l'image. Donc, je comprends un petit peu pourquoi Ouais. Macron, il montre les muscles un petit peu, Ouais. tu vois. Ouais, je vois. Donc, Dit comme ça, ouais. moi, on peut me traiter d'élu, on peut me traiter de naïf. Je préfère avoir un discours un petit peu nuancé que de me dire Poutine va récupérer les anciens, les anciennes colonies URSS et c'est la guerre mondiale. Moi, j'ai pas envie de faire la guerre, les gars. Je vais pas vous mentir, j'ai pas très envie, quoi. C'est ouf. Donc, il y en a qui disent vous inquiétez pas, Poutine va s'arrêter à l'Ukraine, tout va bien se passer, blablabla, etc. Donc, tu sais pourquoi il veut récupérer l'Ukraine ou pas? Ou je t'explique dans les grandes lignes. Vas-y, explique dans les grandes lignes. En gros, il y a des bases de l'OTAN qui encerclent, on va dire, la Russie. Donc Poutine se sent menacé par ces bases de l'OTAN, donc l'Amérique, etc., tous les pays de l'OTAN, qui encerclent en quelque sorte le pays de la Russie. Donc c'est très menaçant d'avoir des... C'est comme si les États-Unis, donc les grandes Antilles, les petites Antilles, le Mexique, le Cuba, etc., c'est comme si la Russie mettait des missiles autour des États-Unis. Okay. Évidemment, les Américains, ils vont se sentir menacés. On est d'accord avec ça, Freeman. Oui, logique. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait la crise de Cuba, où il y avait les missiles de Cuba, et là, en ce moment, Cuba est sous embargo américain. Bref, le pays, c'est vraiment la merde, etc., parce que c'est un pays communiste, etc. Bref, c'est assez... Cuba c'est assez technique, Cuba, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, il y avait la crise des missiles à Cuba, mais c'est la même chose. Les Russes se sentent menacés, parce que les pays de l'OTAN, bah, il y a des bases militaires qui encerclent la Russie. Donc c'est pour ça qu'il prend les devants. Il veut démilitariser l'Ukraine. Donc ça, c'est les accords de Minsk. Donc c'était avec François Hollande, Angela Merkel, la Biélorussie, la Russie, l'Ukraine. Donc ils ont fait un accord pour démilitariser, rendre neutre l'Ukraine. Et ça n'a pas été respecté d'après la Russie. Et c'est pour ça que la Russie attaque l'Ukraine. Dans les grandes lignes. Voilà, c'est vraiment les grandes lignes. Hein. Je suis pas un expert, les mecs. Ok. Évidemment, l'Ukraine a une grande histoire avec la Russie, une très très grande histoire. Et on va dire que Poutine, il est dans la théorie de faire grandir la grande Russie. Il est sur une expansion, quoi. Donc, récupérer l'Ukraine, il l'a fait avec la Biélorussie. Il y a eu une histoire avec la Géorgie. Il veut récupérer peut-être les anciens... il est en mission, là. Il est en mission, voilà, c'est ça. Putain. Donc c'est hypothétique, hein, c'est hypothétique. Il y en a qui disent que Poutine ne veut pas ressusciter l'URSS, il veut juste l'Ukraine et ça s'arrête là, mais il y en a qui pensent qu'il est dans un délire expansionniste, et puis voilà, c'est deux idées qui se confrontent. Ok. Intéressant, non? Bah ouais. En vrai, hein. Ah, c'est stylé en vrai la géopolitique, moi je trouve ça stylé. La tête, je vais te dire un truc, hein. Moi, j'écoutais App. Moi j'aime trop le sport en fait, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je suis venu ici pour le sport. Mais là, comment t'expliques en fait, tu vois, je trouve ça intéressant. Je vais pas te mentir. Merci. Je suis touché. Non, la responsabilité de la Russie. Et donc nous, ça veut dire que nous, si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. Et vous décidez de le dire, qu'on peut envoyer. Et ça, c'est un geste très fort, de décider de dire on ira peut-être jusque-là. Et je l'assume parce que c'est le rôle du président de la République dans nos institutions. Le président de la République est en charge de la défense nationale. Il ne fait pas de commentaires, il décide pour la sécurité des Françaises et des Français. Qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Une guerre qui est existentielle pour notre Europe et pour la France. J'espère qu'on y reviendra parce que c'est un sujet clé. Et donc, je décide, parce qu'après 2 ans de guerre, après d'ailleurs, je veux ici le rappeler, que nous ayons systématiquement fait ce que nous disions que nous n'allions pas faire. Ce qui relativise aussi les propos très définitifs tenus parfois par certains à travers l'Europe. Il y a 2 ans, nous disions jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais... On disait jamais on enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc, nous avons mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement,
il faut être clair, nous ne devons pas laisser la Russie gagner. Mais les Français non. Mais vous voyez, les gars, ils répètent les mêmes choses qu'il y a 2 ans. Pas de missiles, pas de chats. Au final, il y a des chats, il y a des missiles. Il a dit pas de troupes au sol. Les gars, on y est presque, hein. Enfin, c'est inquiétant, quoi. Bah ouais. Les gars, ne déstabilisez pas Freeman à dire est-ce que tu vas aller combattre en Ukraine, est-ce que tu... J'ai même pas le chat. Les gars, ne déstabilisez pas, les mecs. Ils disent quoi? Ça demande est-ce que t'es prêt à prendre les armes, nanani. T'as ouf, toi. Ouais, Ah, tu réponds comme ça, toi. Mais moi, je réponds, moi. Mais je crois que je prends les armes de quoi, toi? Ils m'ont aidé, moi, pour partir au Canada. Jamais, frère. Ils vont te chercher à Montréal, tu vas voir, toi. Ils m'ont pas aidé avec l'argent pour payer mon université, rien. Je vais pas me battre pour le pays, c'est mort. Dégagez le chat. C'est mort. Moi, je suis bientôt citoyen ici, laissez-moi tranquille. Il a déjà fui, mon gars. Vous êtes fous. Pas compris, vous parliez de vocabulaire. À quelles conditions précises, concrètes, des soldats, des militaires français iraient se battre en Ukraine? Est-ce que c'est parce que l'armée russe ferait une percée décisive sur le front? Est-ce que c'est parce qu'une ville clé, Odessa par exemple, serait sur le point de tomber? Vous n'avez pas été précis sur ce point-là. Mais peut-être j'ai raison de ne pas être précis. Et je vous le redis. Mais les 2 conditions que je viens d'évoquer relèvent de la science-fiction ou ce sont des scénarios possibles, à vos yeux? Depuis quelques années, nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. On y est. La guerre est sur le sol européen. Il y a entre Strasbourg et Lviv moins de 1500 kilomètres. Vous imaginez? La guerre est dans ce pays. Donc ça n'est pas une fiction et ça n'est pas loin de nous. Ce qui s'est passé, donc toutes ces options sont possibles. 1500 km, les gars, c'est loin. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu loin comme... Il y a un bout. Le seul qui en aura la responsabilité, c'est le régime du Kremlin. Ce ne sera pas nous. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est qu'on se prépare. Ça veut dire qu'en ce moment... Depuis le début, on se prépare. Ça veut dire qu'on s'entraîne pour des opérations aériennes ou... Mais la France... au sol. La France n'a pas attendu février 2022 pour se préparer. Nous avons un modèle d'armée complète, une force de dissuasion, et des armées opérationnelles. Et je veux ici le rappeler pour rendre une fois encore hommage à nos soldats et à leurs familles. Nous sommes un des rares pays en Europe qui, pendant 10 ans, a eu des forces déployées au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et nous avons perdu là-bas des dizaines d'hommes. Mais ce n'était pas le même type de combat. Mais est-ce que vous pensez que c'était... On combattait les islamistes qui étaient nos ennemis des terroristes qui étaient domestiques également. À la demande d'un État, pour éviter qu'un État souverain ne s'effondre et pour protéger nos avant-postes. Mais est-ce qu'on pense que c'est plus accessoire? Aujourd'hui, ça ne s'impose pas en Ukraine. Mais est-ce qu'on doit tout exclure pour autant? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes prêts. C'est que j'ai décidé. Mais au final, on a perdu les mecs, parce que je crois que c'est la guerre au Mali, non? Parce que les Maliens, ils nous ont jetés, genre. On a perdu cette opération militaire, ils nous ont jetés. Après, tant mieux pour les Maliens, hein, qui récupèrent le pays au détriment des Français, tant mieux pour eux, tu vois. Mais on a perdu, quoi. On a perdu, ma gueule. Dès mon premier mandat et dès le début. T'as dit quoi? Il flex sur un truc qu'on a perdu, là. Ouais, c'est ça. En quelque sorte, c'est ça. Une augmentation du budget de nos armées considérable qui fait que les 2 lois de programmation militaire que j'aurais eu à décider comme président auront conduit à un doublement du budget de nos armées. Donc, nous ne nous réveillons pas sur ce sujet. Je voudrais juste clarifier un point. C'est que ce qui s'est passé ces derniers mois est un changement profond. Et ce sursaut que j'ai appelé de mes voeux dès le 16 février aux côtés du président Zelensky ici, et qui m'a conduit à dire cela, mais surtout à décider des choses très concrètes avec nos alliés, c'est que la contre-offensive ukrainienne ne s'est pas passée comme attendu durant ces derniers mois, et c'est que quand vous regardez la situation de ces dernières semaines, la situation est difficile sur le terrain pour les Ukrainiens. C'est une litote. C'est une litote. Certains experts disent qu'elle est... Parce que je ne suis pas défaitiste, mais elle est difficile, ils sont courageux une fois encore, mais ils ont des limites. Ils ont des limites en termes d'hommes, parce que la Russie est un plus grand pays, et à partir du moment où il n'y a que les hommes ukrainiens, ils ont cette limite et ils en perdent beaucoup. Et ils ont une limite en termes d'obus,
missiles, puisque à peu près au moment où je vous parle, quand la Russie tire 10 obus, on lui répond avec 1. Et donc vous voyez que ça met la situation sur le front en grande fragilité. Et à côté de ça... Mais ça a abusé les mecs. Hier, non, je crois que c'était lundi. En gros, Freeman, on a écouté une émission où ça disait que l'Ukraine gagne du terrain. Le lendemain, on te dit que la Russie gagne du terrain. Troisième jour, on va te dire que la guerre est dans l'impasse. Mec, je sais même plus qui croire. C'est abusé. Mais ouais, laisse tomber, ouais, mais il y a trop de trucs, il y a trop d'informations partout. C'est abusé. Bon, le seul truc où je suis d'accord, c'est que les Ukrainiens ont pratiquement plus d'obus pour répondre aux Russes. Ça, au moins, on peut se mettre d'accord là-dessus. C'est une guerre de tranchées de voilà. Oui, oui, bien sûr, les gars, je vous crois. Mais c'est aussi une guerre de communication, c'est surtout ça. Vous avez un régime au Kremlin qui sait... T'as dit quoi, pardon? Il y a beaucoup de désinformations aussi, c'est ça qui est relou. Ah bah oui, mais mec, mais s'il y a une troisième guerre mondiale, le nombre de fake news, mais on est mort, hein. Ça va être ignoble, ça va être ignoble. Wow. Là, avant, ils avaient de la presse papier et tout, mais là, on a Internet, etc. On est mort. Là, c'est cuit. Avec Twitter, tout et tout, là, c'est cuit. Foutu ma gueule. Profondément durci. À quel moment? Parce que quelle différence tous ces derniers mois, et je dirais en gradation, en multipliant les attaques informationnelles et cyber, et y compris dans notre quotidien, sur des hôpitaux, en France et ailleurs en Europe, qui a durci en décidant de tuer des opposants politiques. Mais c'est pas nouveau, vous étiez bien alerté en 2014. Alexei Navalny, mais je ne dis pas que c'est nouveau, je dis que ça s'intensifie. Mais l'alarme aurait pu être sonnée plus tôt, c'est ce que je veux dire. En 2014, alors, vous ne pouvez pas tout à la fois me reprocher de la sonner trop tôt et d'avoir pu la sonner plus tôt. Non, mais... Tu vois qui c'est Navalny ou pas, Freeman? Non, même pas. Navalny, c'était le plus grand opposant de Poutine, mais en fait, lui-même est bizarre. Il est où? Il est mort. Ah, okay. En gros, c'était un mec un peu controversé parce que il portait pas les musulmans dans son cœur. Il a dit des trucs de fou sur les musulmans. Bref, c'était l'opposant numéro 1 de Poutine. Il a été incarcéré, il y a plusieurs années, je crois. Et il est mort durant son incarcération. Mais faut savoir un truc, c'est que Poutine, il élimine beaucoup ses opposants politiques. Donc, il y en a qui disent que ouais, c'est une mort, il était malade, je sais pas quoi. Donc, il a trouvé la mort. On pense que c'est Poutine qui l'a fait assassiner. Et autre chose aussi, tu vois, c'est qui Wagner ou pas? Le groupe Wagner? Non. En fait, c'est un groupe paramilitaire qui travaille pour Poutine. Donc, il œuvre en Afrique. Donc, c'est un groupe militaire, quoi. Pas l'armée régulière, mais c'est une milice, quoi. Et ils opèrent aussi en Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que le chef de Wagner s'était retourné contre Poutine. Il s'était retourné, donc ça avait fait un scandale, mec, c'était passé à la télé, il y avait des chars russes. C'était quand ça? C'était, le chat, je crois que c'était au mois de... C'était l'année dernière, c'était pendant l'été, je crois, ou avant l'été. C'était des mercenaires, voilà, c'était il y a plusieurs mois. Et donc le mec, il s'appelle Prigojine, donc c'est le boss de Wagner. Il a trouvé la mort. Lui aussi, on l'a assassiné. Donc il était en avion, l'avion a explosé, genre c'était n'importe quoi, genre. C'est... Ah mec, Poutine, faut pas l'avoir en ennemi, mon gars. C'est chaud. Mais tu vois, c'est pour ça que ça fait flipper, en fait. Ça fait flipper, Poutine, hein. Ouais, non, gros, c'est bizarre. C'est... Mais les mecs respectés, ils vivent sur quelle planète? Les gars, il y a des gens qui sont pas intéressés ni par la politique, ni par la géopolitique. Respectés, wesh. Il est intéressé en plus, il est intéressé, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont juste dit, tu vis sur quelle planète? Mais il y a des gens, ils sont juste... Non, mais je vous jure, les gars, c'est pas parce que vous savez que tout le monde sait, je vous promets. Mais ouais, il y en a, ils sont des fois, juste tu calcules pour de vrai. Alors que tu devrais, comme j'ai dit, moi, je prends le blâme, tu vois. Est-ce que... Attends, j'ai une question. Dis-moi. Tu sais ce qui s'est passé en fin juin, début juillet ou pas en France? Petite question piège. Ouais, fin juin, début juillet. Spoilez pas le chat, hein. Ah, il sait. C'est bon, mais j'étais en France, ouais, à ce moment-là. Ok, t'étais en France. Ok. Ah, bah non. Attends, Sergi, on était en TT. Comment je sais pas que je sois au courant, wesh. Je sais pas que t'étais en France au mois de juillet. Ok. En fait, je suis rentré, écoute, hein, je suis rentré, je crois, la veille, vraiment la veille des émeutes. La veille des émeutes, ok. Ouais, je crois que ça a commencé le 17 juin, un truc comme ça. Moi, je suis rentré le 16. Ouais, c'était plus fin juin, entre le 20 et le 27, quoi, c'est ça. C'est sûr? Ouais, c'est ça, c'était vraiment fin juin, quoi. Oui, Balek. Ouais, non, je me suis trompé alors. Mais ouais, en tout cas, je suis rentré juste avant, là. T'as un petit piège, ya. Non, je connais, ouais, frère, abuse. C'est fou, non, justement, là, on a toujours pas récupéré le Aldi de Sergi. Ah, c'est vrai qu'ils l'ont cramé, c'est vrai. Ouais, ils l'ont niqué et ils l'ont pas réparé, j'ai ça.
Mais c'est quoi? C'est le terrain, il est vide? Ils ont rasé ou il y a encore des trucs brûlés ou... Non, c'est encore nickel. C'est abandonné. De ce qu'on m'a dit, ouais, ils ont abandonné le truc. Ah ouais. Ils ont laissé. Ouais, ils ont laissé. La tête. Putain. Je regarde avec lucidité la situation. Nous avons d'abord tout fait, au-delà de sonner l'alarme, pour être exigeants. Mes désaccords avec les présidents Poutine, la lucidité que j'évoque devant vous, je la porte dès le mois de juin 2017 à Versailles, en lui disant, vous nous attaquez, vous manipulez nos données, j'en ai été victime dans ma première campagne, et donc il faut qu'un respect s'établisse et que vous cessiez d'être une force de déstabilisation. Je le réitère en 2018, en 2019, mais dans ce temps-là, nous voulions éviter la guerre. Puis il y a eu le temps où on a aidé l'Ukraine à résister, mais là, le contexte sur le terrain ukrainien change, la situation est beaucoup plus difficile pour eux, la Russie durcit chez elle et elle multiplie les attaques. Et donc, oui, je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Donc si on envoie des militaires là-bas, pardon de rester dans ce scénario sombre, c'est des fantassins, c'est des conseillers, c'est des aviateurs. Je ne vais pas faire de la politique. D'accord, donc on en aura peut-être, mais on n'en parle pas. En fait, tu peux pas rentrer dans le détail, les gars, parce que c'est aussi de la stratégie militaire. Faut savoir qu'il y a des Russes, il y a des Russes qui l'écoutent. Donc il est obligé de rester évasif, Macron. Là, c'est de la stratégie pure, quoi. Ah, logique. Mais d'abord, je ne le souhaite pas. Je souhaite que la Russie cesse cette guerre, se retire des positions qui sont les siennes et permette la paix. Mais vous n'y croyez plus. Mais ce qui est important ici, d'abord, un, ça n'est pas mon souhait. Mais deux, je ne vais pas donner de la visibilité à quelqu'un qui ne m'en donne pas. C'est au président Poutine qu'il faut poser cette question. Enfin, allez lui demander où sont ses lignes rouges. Votre ministre des Armées, lui, il a donné une certaine visibilité. Il a dit non, on n'envoie pas d'hommes là-bas, ce sera peut-être des démineurs. Nous ne savons pas ce à quoi on s'attendait. Ce que je peux vous... Parce qu'il a fait le distinguo entre ce qui était décidé et que nous mettons en place et ce qu'il ne faut pas exclure parce que nous nous adapterons. Nous avons décidé, le 26 février dernier à Paris, d'aller plus loin dans l'aide à l'Ukraine, de mettre en place une coalition pour leur fournir des missiles ou des bombes qui leur permettent de toucher leur sol, jamais la Russie, mais d'atteindre derrière les positions russes aujourd'hui. Nous avons décidé aussi d'accélérer pour aller chercher des munitions partout où elles sont disponibles. C'est ce qu'ensuite je suis allé faire à Prague quelques jours plus tard. Et nous avons décidé de mener 5 actions communes, et là on était tous d'accord autour de cette table, Européens, Américains, Canadiens, Britanniques, pour dire on va ensemble faire du déminage, produire et réparer du matériel, déployer des forces civiles à la frontière avec la Biélorussie, protéger la frontière avec la Moldavie, là aussi avec des forces civiles, et avoir des actions défensives en cyber sur le sol ukrainien. En revanche, ils n'ont pas du tout décidé d'envoyer des troupes. Et ils vous l'ont fait savoir dès que vous avez prononcé cette phrase. Oui, mais on peut systématiquement revenir là-dessus. Et je vais y aller jusqu'au bout. Parce que c'est un peu le sujet qui préoccupe les Français. Mais ils ont tout à fait raison. Tu m'as dit quoi? T'as une question? J'ai une question. Dis-moi. Poutine, il a déjà été interviewé sur ça ou pas? Alors, Poutine a déjà fait plusieurs interviews, parce que là, en ce moment, c'est les élections russes, où il est tout seul, il va se faire élire à 99%. Et en gros, Poutine, il a aussi fait une interview avec un Américain connu qui s'appelle Carlson, je crois, ou Tucker, je sais pas quoi. J'ai vu un extrait, ouais. Ça me dit ouais, Tucker Carlson, exactement. Oui. Et du coup, il a fait pas mal de commentaires. Par exemple, il y a un gazoduc, par exemple, qui a explosé. Les Américains ont fait exploser un gazoduc qui lie la Russie à l'Allemagne, donc qui fournit du gaz, et ils ont saboté le projet. Les Américains accusent la Russie accuse les Américains. Mais bon, il y a des vidéos... Ouais, dis-moi. Il a laissé un Américain l'interviewer, ça veut dire... en gros... l'interviewer aussi, alors. Bah, c'est en vrai, c'est la liberté de la presse, tu vois, genre, au niveau international, il y a n'importe quel journaliste qui peut aller interviewer un dirigeant, un ministre, etc. Donc ça, c'est un peu la liberté de la presse, tu vois. C'est pas comme si il va rentrer des États-Unis et il va aller en prison parce qu'il a interviewé Poutine, tu vois. Ça n'existe pas, ça. C'est jamais, mais je pense pas que ça existe, quoi. Non, mais je dis aujourd'hui, on a décidé ça, et ça, c'est un changement. On l'a décidé à Paris, c'est le début de ce sursaut. Ensuite, je vous le dis, nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Ah ouais. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui relève également des intérêts vitaux de la France. Il y a un danger existentiel pour la France. La sécurité
de l'Europe et la sécurité des Français se joue là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Je vous dis la sécurité. Mais vous-même, vous avez utilisé menace existentielle. Mais oui, mais parce existentielle, ça veut dire que c'est notre existence qui est en cause. Je le dis et je l'assume. Nous avons déjà subi les conséquences de cette guerre dans notre quotidien. On a déjà subi ces attaques. On a déjà, dans plusieurs de nos hôpitaux, subi des jours et des jours de dysfonctionnement à cause de cette agressivité russe. Nous avons subi les conséquences en Europe. Le prix du gaz, la situation de notre économie, le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Et si la Russie gagne cette guerre, la crédibilité de l'Europe sera réduite à zéro. Quelle serait la crédibilité sur notre sol d'une puissance, l'Union européenne, de ses membres qui auraient laissé faire cela? La sécurité des Européens, quelle serait-il? Est-ce que vous pensez que les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, les Roumains, les Bulgares pourraient une seconde rester en paix? Et je ne parle même pas de la Moldavie, qui certes n'est pas dans l'Union européenne aujourd'hui, mais qui, à la seconde, serait menacée. Donc vous dites en creux... Et je dis Poutine que ça... En gros, il faut savoir que, Freeman, dans la géographie de la Moldavie, il y a une région russophone qui s'appelle la Transnistrie. Transnistrie, je crois, un truc comme ça. Et en gros, t'as des militaires russes aussi en Transnistrie. J'arrive pas à le prononcer, putain. Et en gros, on va dire que la Moldavie est prise en tenaille des deux côtés, genre. Des deux côtés. Et du coup, à ce qui paraît, à ce qui paraît, la prochaine cible de Poutine, c'est la Moldavie. Mais à prendre avec des pincettes. En fait, je sais le chat que vous attrapez ma veste par rapport à ouais, Poutine, il va pas s'arrêter à l'Ukraine. Ou il va s'arrêter à l'Ukraine. En fait, c'est tellement imprévisible, les mecs, c'est imprévisible à savoir. On sait pas jusqu'à où Poutine pourrait s'arrêter, on n'en sait rien. Il peut s'arrêter à l'Ukraine, comme il peut récupérer les pays baltes et la Moldavie, on n'en sait rien. Eh oui. En vrai. Parce que la guerre en Russie n'a pas commencé, enfin la guerre en Ukraine n'a pas commencé il y a 2 ans, elle a commencé il y a plusieurs années avec, il y a une révolte Maïdan, c'est une place qui est en Ukraine, Freeman, où il y a eu une révolte populaire. Poroshenko, qui était l'ancien président, je crois, de l'Ukraine, il a été, je crois qu'il a été renversé, il y a eu une sorte de coup d'État, etc. Bref, c'était assez instable. Du coup, il y a des régions russophones qui ont demandé à être indépendants, comme le Donbass, il y a eu la Crimée aussi, je crois. Bref, c'est tout un bordel, c'est vraiment un bordel. Et ce qui s'est passé derrière ce coup d'État, à ce qui passe, c'était la CIA, parce que la CIA avait un bureau en Ukraine, et qui ont déstabilisé le pays, les élections, etc. Enfin, frère, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est un bordel, hein. Peut-être que c'est la faute des Américains, encore une fois, on n'en sait rien. Comme d'hab, quoi. Mais c'est vrai que t'es dans le continent américain, donc je vais respecter. Non, mais frère, tu dis ce que tu veux, je me bats les couilles, moi. Je me bats les couilles des States, ça. Alors, non, dis ce que tu veux, frère. S'il gagne cette guerre, il poursuivra ailleurs, il trouvera d'autres proies. C'est ce que vous dites? Mais par notre passé, nous avons déjà connu des régimes qui tuaient les opposants chez eux, avaient des dérives autoritaires et avaient la volonté de conquérir tout ce qu'on les laissait conquérir. Donc Poutine ne s'arrêterait pas là s'il gagnait cette guerre. Et je crois que ce que je dis là est un consensus complet. Du président Biden au chancelier allemand, tous les dirigeants de l'Europe. Donc seule la force, notre force, français, européen, l'OTAN, je ne sais pas, peut l'arrêter, peut le stopper. Il faut le stopper en Ukraine. Aujourd'hui, il faut avoir, pour reprendre une vieille formule de Churchill, le nerf de la paix. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine. C'est faire la guerre. Vouloir la paix, non. C'est d'être crédible, d'être fort et prêt pour nous adapter au choix que la Russie ferait. Et donc, si la guerre venait à s'étendre, si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent pas? Et ça, je ne le veux pas. Mais contrairement à ce que vous voulez croire, beaucoup de mes homologues m'ont suivi. J'étais quelques jours après, quelques jours après à Prague, à côté de moi, le président. C'est vrai que il y a un nouveau président en Pologne, Freeman, et lui, il est chaud. Lui, il est chaud. Il est prêt pour la guerre, lui. Il a fait un discours où il soutient Macron, il est en mode
Moi, je suis chaud. Il a dit quoi? Enfin, c'est pas ces mots à proprement parler, mais quand tu l'écoutes, en fait, okay, faut savoir... il le montre que. En fait, les dirigeants européens, enfin surtout en tout cas la Pologne et la France, peut-être d'autres pays, mais j'ai pas encore tous les discours, ils veulent pas montrer que l'Union européenne est faible face à la Russie. En fait, c'est un mauvais signal. Parce que si on montre à la Russie qu'on est faible, la Russie pourrait aller plus loin que l'Ukraine. C'est quoi montrer qu'ils sont faibles? C'est réduire... Ne pas intervenir, genre? Ne pas intervenir militairement, par exemple, dans les assistances, dans l'aide, dans les munitions, dans les armes, etc. C'est de montrer les discours pro-russes en mode, bon, finalement, les pays baltes, on va pas les aider, si l'Ukraine est pris, la Moldavie, on va peut-être pas les aider. Tu sais, c'est des discours un peu de défaitistes, quoi. Donc, si Macron montre... Moi, je comprends un petit peu son discours. Je suis contre la guerre. Mais c'est logique que Macron montre les muscles à travers son discours. C'est logique. Moi, je trouve ça logique. De ne pas montrer ses faiblesses. Et puis, là-dessus, oui. Après, j'avoue, ce qu'il fait aussi, c'est logique aussi. C'est... En fait, indirect... C'est logique, mais après, ce qu'il fait, il va loin, je trouve, non? Ouais, il va loin, évidemment. Mais tu sais, on est tellement dans un... On est à ça, Freeman, d'être au bord d'une guerre, genre, tu vois, c'est ça le truc. On est à ça. Genre, par exemple, je crois qu'il s'appelle Stoltenberg. Donc, lui, c'est le secrétaire général de l'OTAN. Donc, le big boss de l'OTAN, il a tenu des discours en mode, je sais pas, commencer à préparer des provisions, regarder des tutoriels sur comment affûter des couteaux. Je suis en mode, le big boss de l'OTAN, il nous prépare à la guerre. Mec, c'est chaud, genre, c'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Ouais. Ah. Tchèque a dit exactement la même chose. Vous aviez ici même, il y a quelques jours, le président lituanien. Il a dit lui-même, toutes les options doivent être ouvertes. Il a même obtenu un mandat de son Parlement pour envoyer des troupes. Ça veut dire que vous les avez convaincus? Vous êtes en train d'emmener avec vous des États? Mais comme on l'a fait à chaque fois. En février 2022, en mars 2022, à Versailles, nous avons décidé un agenda stratégique. L'agenda pour l'autonomie stratégique de l'Europe. On l'appelle encore l'agenda de Versailles. Il vaut encore et nous avons été aux avant-gardes. On a eu le débat sur la possibilité de reconnaître la candidature de l'Ukraine pour rentrer dans l'Union européenne. Il n'y avait pas grand monde. 2 mois après, j'allais en train à Kiev avec le chancelier Scholz, le président du Conseil Draghi, le président de Roumanie, et nous disions tous les trois avec le président Zelensky que nous étions pour, et nous décidions dans le Conseil suivant que ce serait le cas. Les choses bougent, il faut simplement les mettre en mouvement par lucidité et parce que c'est ma responsabilité. Et ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est que ma responsabilité, c'est la sécurité des Français et la défense nationale. Et notre sécurité se joue aussi en Ukraine aujourd'hui. À ce propos, est-ce qu'aujourd'hui, mars 2024, le régime russe, le régime de Vladimir Poutine, est-il l'ennemi de la France? Il est l'adversaire. Quelle est la nuance sémantique entre adversaire et ennemi? Nous ne faisons pas la guerre à la Russie. Mais elle nous fait la guerre. Vous voulez qu'elle soit... Elle nous attaque sur le plan cyber. Oui, c'est une forme de guerre. Des agents russes type enviés par la Russie qui étaient moldaves ont tagué... C'est vrai que ça reste la guerre quand même. Hein. Freeman, il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, France Travail, donc Pôle emploi, a été hacké. On ne sait pas encore si c'est par les Russes, je pense que oui. Il y a 42 millions d'utilisateurs qui ont été, où je crois ils ont leaké des données, genre. Bon, pas la carte bleue, mais nom, prénom, numéro de sécurité sociale, peut-être numéro de téléphone, enfin, c'est tombé aujourd'hui. Aujourd'hui ou hier, les mecs? Ouais, c'est la merde, hein. C'est énorme, 46 millions. C'est énorme. Et en ce moment, les ministres français ainsi que les hôpitaux font face à des cyberattaques russes. Voilà. Ah, ok. C'était hier, les mecs. Ok, merci. Donc, faut savoir que la cyberattaque, c'est aussi un acte de guerre. C'est considéré comme un acte de guerre. Mais ça, encore une fois, ça à prendre avec des pincettes. Et les gens, ils aiment bien jouer sur les nuances, etc. Vous avez raison. De David à Paris. Et vous avez raison de dire tout cela, qui est une forme hybride. Mais il faut faire attention de ne pas tout de suite les qualifier, parce que sinon, on serait nous-mêmes dans l'escalade. Que faudrait-il pour que vous prononciez le mot ennemi? Qu'est-ce qu'il faudrait que la Russie commette? Mais si la Russie décidait à nouveau une escalade qui nous entraînerait tous dans un conflit, je souhaite de toutes mes forces qu'il n'en soit pas le cas. Mais à coup sûr, aujourd'hui, la Russie est un adversaire. Le régime du Kremlin est un adversaire. Mais je l'ai toujours dit, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et au peuple russe. Et nous soutenons l'Ukraine, nous faisons tout pour qu'elle puisse mettre la Russie en échec. Parce que, je vais vous dire très simplement, il n'y a pas de paix durable s'il n'y a pas
une souveraineté et un retour aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Y compris la Crimée. Mais ce sera aux Ukrainiens de le décider, ça. C'est à eux de le négocier. C'est un peu leur pays, quand même. Oui, et vous avez raison de le dire, c'est à eux. C'est leur pays. C'est des frontières internationalement reconnues. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité et de paix durable si elle n'est pas le fruit d'une négociation qui sera menée par les Ukrainiens. Mais il n'y aura pas de sécurité pour les Français s'il n'y a pas... Alors, faut savoir, la Crimée, Freeman, c'est une région au sud de l'Ukraine. Cette région-là a été annexée par la Russie. Et, et du coup, il y a eu une élection en Crimée pour l'annexion. Et cette annexion-là a été reconnue par pas mal de pays, mais pas l'Union européenne, pas les États-Unis, etc. Et le but, enfin, Zelensky l'a dit lui-même, il va récupérer chaque centimètre, chaque kilomètre carré qui appartient à l'Ukraine. Donc le Donbass et la Crimée. Donc, alors la Crimée, il faut savoir que c'est une région qui est ultra militarisée côté russe maintenant. Donc là, les Russes, ils ont vraiment... La Crimée leur appartient. Je ne sais pas s'ils vont céder. Je ne sais pas si l'Ukraine va réussir à récupérer la Crimée. Et ça va être compliqué. Ça va être très dur. Ça a l'air bizarre un peu. Hein. C'est bizarre, oui. C'est bizarre. Il n'y a pas la paix là-bas. Vous dites que ce n'est pas notre ennemi. Je veux juste dire, la paix, ça n'est pas la capitulation de l'Ukraine. Ni l'amputation de l'Ukraine. Parce que tout ça, c'est déjà choisir que nous sommes faibles. Donc, vous dites que la Russie... il y a une grande cohérence dans la position de la France depuis le début. Simplement, il y a une escalade de la part de la Russie. Et à cette escalade, nous devons dire que nous sommes prêts à répondre. Est-ce que la Russie serait capable de vous cibler? Vous avez annulé une visite en Ukraine récemment pour des raisons de sécurité? Pas du tout. C'est ce que, évidemment... C'est ce qu'a dit la Russie. Il ne faut pas les croire. Ouais. Et vous savez... Non, mais c'est pour ça qu'on pose la question. Le débat public... Ah, du coup, c'est cancel la visite en Ukraine. Ok, bon, bah, c'est cancel. Est imprégné par les fausses informations. Ils ont fait croire cette affaire. Beaucoup de gens maintenant sont persuadés. Le sujet des troupes au sol arrive dans le débat collectif. C'est un de vos confrères qui me pose la question. Parce que le Premier ministre slovaque, très proche de la Russie, dit que le projet secret que nous avons, c'est d'envoyer des troupes au sol. Et nous, à chaque fois, on réagit. On ferme des portes, on se calfeutre. Non. Donc, j'ai décalé le voyage que j'avais fait. Pourquoi? Parce que le président Zelensky venait en Europe pour la conférence de sécurité à Munich. Et donc, je lui ai proposé de venir signer l'accord bilatéral ici. Et ensuite, je lui ai dit, fort de la très longue discussion que nous avons eue et du constat lucide que je fais, que je viens de vous exposer, je lui ai dit, au fond, mon utilité, plutôt que d'être à vos côtés, à Kiev, est de mettre en œuvre ce sursaut, de convaincre les Européens et nos alliés d'aller plus loin, ce qu'on a fait ici le 26 avec ces nouvelles initiatives.